Chapitre 32. Les nouveaux venus. La migration des arbres induit une transformation continuelle, non seulement de la forêt, mais de toute la nature. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, l'homme échoue à conserver certains paysages. Ce que nous voyons n'est qu'un court épisode dans cette immobilité apparente. En forêt, l'illusion est presque parfaite, puisque les arbres comptent parmi les organismes les plus lents de notre environnement, et qu'il faut de nombreuses générations humaines pour percevoir les changements au sein des boisements naturels. L'un de ces changements est l'arrivée de nouvelles espèces. Les premiers explorateurs, qui rapportaient un petit souvenir végétal de leurs expéditions, puis l'exploitation forestière moderne, ont introduit un nombre considérable d'espèces qui ne seraient jamais parvenues à s'implanter chez nous sans leur concours. Aucun poème, aucune chanson populaire ne mentionne le Douglas, le mélèze du Japon ou le sapin de Vancouver. Ils ne sont pas encore inscrits dans notre mémoire collective. En forêt, ces immigrés occupent une place à part. À la différence des espèces qui ont migré naturellement, ils sont arrivés chez nous sans leur écosystème naturel. Seules les graines ont été importées. La plupart des champignons et tous les insectes qui leur étaient associés sont restés dans leur pays d'origine. Tous ont ainsi pu prendre un nouveau départ. Cela présente assurément des avantages. Ils n'ont rien à redouter d'attaques parasitaires, du moins durant les premiers siècles. C'est une situation analogue à celle des hommes vivant en Antarctique. L'air y est quasiment stérile et exempt de poussière. Un habitat idéal pour les allergiques s'ils n'étaient pas loin de tout. Changer d'endroit sur la planète grâce à notre aide est comme une grande bouffée d'oxygène pour les arbres. Ils trouvent les champignons mycorhiziens dont ils ont besoin pour prospérer parmi les espèces non spécialisées et ne manquent ainsi de rien. Dans nos forêts européennes, ils deviennent de grands individus éclatants de santé, au surplus, en un temps record. Pas étonnant qu'ils donnent l'impression d'être supérieurs aux espèces locales. Du moins dans certains endroits. Les espèces qui migrent naturellement ne s'implantent que là où toutes les conditions de leur bien-être sont réunies. Pour qu'elles s'imposent sur les dominants traditionnels de la forêt, le climat doit leur convenir, mais également la nature du sol, son humidité, ainsi que celle de l'air. L'introduction artificielle d'une espèce est un coup de poker. Le cerisier tardif est un arbre à feuillage caduc, indigène d'Amérique du Nord. Dans son habitat d'origine, il développe de superbes troncs et produit un bois d'excellente qualité. Quand ils l'ont introduit chez eux, les forestiers européens n'en espéraient pas moins. Ils ont rapidement déchanté. Dans son nouvel environnement, le cerisier tardif est tordu, pousse de guingois, atteint à peine 20 mètres de hauteur et a une prédilection pour le couvert des pins du nord et de l'est de l'Allemagne. L'espèce est tombée en disgrâce, mais il est impossible de s'en débarrasser car les chevreuils et les cerfs dédaignent les plantules en raison de leur amertume. Ils préfèrent brouter les pousses de hêtre, de chêne, voire, en cas de pénurie, de pin. Las, il délivre ainsi le cerisier tardif d'une encombrante concurrence, si bien qu'il peut s'étendre et se propager de plus belle. Le Douglas n'est pas à l'abri de mauvaises surprises non plus. En 100 ans de culture, il est devenu en maints endroits un impressionnant géant, tandis que d'autres boisements ont dû être prématurément récoltés pour éviter un désastre, ainsi que je l'ai vécu durant mon année de stage de fin d'études. Un petit peuplement de Douglas d'à peine 40 ans présentait des signes de dépérissement précoce. Les scientifiques se sont longtemps interrogés sur les causes du problème. Ce n'étaient pas des champignons et aucun insecte ne pouvait être incriminé. Il s'avéra finalement que les Douglas souffraient de la haute teneur en manganèse du sol. Apparemment, le Douglas ne s'en accommode pas. À vrai dire, le Douglas en tant que tel n'existe pas, car les individus importés en Europe sont issus de multiples sous-espèces possédant des caractéristiques très différentes. Celles originaires des côtes de l'océan Pacifique sont parfaitement adaptées. Leurs semences ont cependant été mélangées à celles de Douglas continentaux poussant loin de la mer. Pour compliquer l'affaire, les deux sous-espèces se sont abondamment croisées pour engendrer une descendance chez laquelle les caractéristiques de l'une ou l'autre apparaissent de façon totalement imprévisible.
Malheureusement, ce n'est souvent qu'à partir de 40 ans que la bonne ou la mauvaise adaptation de l'arbre se manifeste. Si l'environnement lui convient, il conserve ses solides aiguilles d'un vert foncé tirant sur le bleu et un houppier dense et touffu qui ne laisse pas filtrer la lumière. Si ces exigences ne sont pas comblées, il dépérit. Les troncs des hybrides qui ont hérité de trop de gènes continentaux commencent ainsi à sécréter de la résine et leurs houppiers s'éclaircissent. En fait, ce n'est qu'une cruelle correction de la nature. Le processus peut être lent, se dérouler sur des décennies, mais les individus génétiquement inadaptés sont tôt ou tard exclus. Pourtant, nos êtres communs pourraient bien rapidement renvoyer ces intrus chez eux. Il leur suffit de mettre en œuvre la stratégie qu'ils infligent aux chênes. Leur capacité à se développer sous le couvert de grands arbres, dans la pénombre, donne à long terme un avantage aux hêtres sur les Douglas. La progéniture de ces derniers a besoin de beaucoup de lumière pour grandir. L'ombrage de nos feuillus locaux ne lui convient pas du tout. L'unique chance des petits Douglas de prospérer est que l'homme leur vienne en aide en abattant les arbres qui les privent de soleil. Si le nouvel arrivant est génétiquement très proche des espèces locales, la situation devient dangereuse. C'est le cas du mélèze du Japon et du mélèze d'Europe. Ce dernier pousse souvent en zigzag ou courbé, et de surcroît, peu rapidement. Il est donc fréquemment remplacé par son cousin japonais depuis le siècle dernier. Les deux espèces se croisent facilement. Les formes hybrides qui en résultent risquent à long terme de signer la disparition des derniers véritables mélèzes d'Europe. Mon propre district est le théâtre de croisements et mélanges entre ces mélèzes, mais je dois préciser qu'aucune des deux espèces n'est chez elle dans l'Eiffel. Le peuplier noir est menacé d'un même destin. À force de se croiser avec des peupliers hybrides, cultivars issus de croisements avec le peuplier canadien, il risque à terme de disparaître. Pour autant, la plupart des espèces sont sans danger pour les arbres locaux. Si nous ne les entretenions pas, une majorité d'entre elles ne se maintiendraient pas au-delà de 2 siècles. Toutefois, même avec notre aide, la survie à long terme des nouveaux venus est toujours incertaine. Leurs parasites spécialistes circulent eux aussi d'un continent à l'autre. Il ne s'agit pas bien sûr d'importation volontaire, il ne viendrait à l'idée de personne d'introduire des organismes nuisibles. Mais les flux de marchandises, par exemple les importations de bois, offrent aux champignons et aux insectes de multiples opportunités de traverser l'Atlantique ou le Pacifique pour s'implanter chez nous. Les vecteurs sont souvent les matériaux d'emballage et de conditionnement, notamment les palettes de bois, insuffisamment chauffées pour être correctement déparasitées. L'envoi de marchandises entre particuliers n'est pas exempt de risques non plus. J'ai acquis un jour un vieux mocassin pour ma collection d'objets traditionnels indiens. En ouvrant l'emballage en papier journal, une myriade de bestioles marrons sont apparues en même temps que la vieille chaussure de cuir. Je les ai vite attrapées, écrasées et mises à la poubelle. Cela vous déconcerte de la part d'un défenseur de la nature? La raison en est simple. Quand ils s'installent, les insectes introduits représentent un danger mortel autant pour les espèces d'arbres importées que pour les espèces indigènes. L'un de ces fléaux est le longicorne asiatique, un coléoptère probablement arrivé de Chine dans des caisses d'emballage. Il mesure 3 cm de longueur et possède de longues antennes annelées de 6 cm. Avec son corps noir, brillant, ponctué de taches blanches, formant des bandes transversales, c'est réellement un bel insecte. Nos feuillus le trouvent beaucoup moins séduisant, car il dépose sa ponte, œuf par œuf, dans les petites fentes de l'écorce. Chacun donne naissance à une larve, vorace, au point de forer des trous gros comme le pouce dans le tronc. Ce sont autant de portes ouvertes aux champignons qui se propagent alors dans l'arbre jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à présent, le longicorne ne sévit qu'en milieu urbain, où il s'ajoute aux difficultés déjà nombreuses qu'affrontent les arbres des rues. Un jour peut-être colonisera-t-il aussi des zones boisées. Ce n'est pas certain, car pour être redoutable, la bestiole n'en est pas moins très paresseuse et demeure de préférence dans un rayon de quelques centaines de mètres autour de son lieu de naissance.
Ce n'est pas le cas d'un autre arrivant d'Asie, le Callara fraxinea, un champignon invasif qui semble s'être mis en devoir d'en finir avec les frênes communs d'Europe. Ces fructifications de tout petits et charmants champignons qui se développent sur les pétioles des feuilles tombées à terre paraissent inoffensives. C'est un leurre. À l'intérieur de l'arbre, le mycélium qui ravage le bois provoque la mort des rameaux, puis celle des branches maîtresses, les unes après les autres. Quelques frênes, plus résistants que d'autres, semblent surmonter l'attaque, mais il n'est pas garanti que demain, de belles frênaies bordent encore nos cours d'eau. Je me demande parfois si nous, les forestiers, ne participerions pas à la propagation d'espèces invasives. Il m'est ainsi arrivé d'examiner des forêts infestées en Allemagne du Sud, puis de retourner chez moi et de parcourir mon district avec les mêmes chaussures. Comment être sûr que je n'ai pas transporté de minuscules spores de champignons sous mes semelles? Quel qu'en soit le responsable, le Callara fraxinea est aujourd'hui parvenu à Hummel. Les premiers frênes atteints de calarose ont été repérés. Pourtant, l'avenir de nos forêts ne m'inquiète pas. Sur les grands continents, dont le continent eurasien, formé par l'Europe et l'Asie qui constituent une très grande entité biogéographique, toutes les espèces doivent en permanence affronter de nouveaux arrivants. Les ouragans et les oiseaux migrateurs ne cessent de transporter des graines d'arbres étrangers, des spores de champignons ou, pour les oiseaux, de tout petits animaux dans leurs plumes. Un arbre de 500 ans a forcément été confronté à quelques mauvaises surprises au cours de sa vie. Grâce à la grande diversité génétique de chaque espèce, il y a toujours suffisamment d'individus présentant les caractéristiques qui vont permettre de relever le défi. Sans doute, parmi les oiseaux, connaissez-vous certains des nouveaux citoyens apparus naturellement sans intervention de l'homme? C'est le cas de la tourterelle turque, arrivée du bassin méditerranéen seulement dans les années 1930, ou de la grive litorne, un passereau brun foncé, moucheté de noir, originaire du nord-est de l'Europe, dont depuis 200 ans l'air ne cesse de s'étendre vers l'ouest, jusqu'à atteindre aujourd'hui le centre de la France. Les petits voyageurs clandestins que ces oiseaux ont transportés dans leurs plumes à leur insu ne se sont pas encore fait connaître, mais nous pouvons parier qu'ils sont là. La capacité d'un écosystème forestier à résister aux modifications induites par des espèces étrangères dépend de son intégrité. Les envahisseurs ont d'autant plus de difficultés à s'implanter que la communauté sociale a été peu perturbée et que l'environnement microclimatique dans lequel baignent les arbres est équilibré. Parmi les plantes, l'exemple classique est celui de la grande berce du Caucase. Originaire, comme son nom l'indique, d'Europe de l'Est, elle mesure plus de 3 mètres de hauteur. La beauté de ses inflorescences composées de fleurs blanches en ombelles de 50 cm de diamètre lui a valu d'être importée en Europe dès le XIXe siècle. Cantonnée un premier temps au jardin botanique, elle fut ensuite cultivée comme plante ornementale dans de nombreux jardins, d'où elle s'est échappée pour coloniser des territoires de plus en plus vastes, avec une prédilection pour les prairies humides et les bords de cours d'eau. Cette ombellifère géante est considérée comme très dangereuse, car sa sève contient une toxine qui réagit à la lumière en provoquant de graves brûlures de la peau. Des sommes considérables sont dépensées chaque année pour tenter de l'éradiquer, sans grand succès. L'unique cause de cette propagation aux allures d'invasion est la disparition de la ripisylve originelle des ruisseaux et des rivières. Si celle-ci revient, il fera si sombre sous les houppiers que la plante ne pourra plus se développer. Il en va de même de la balsamine de l'Himalaya ou de la renouée du Japon, qui ont pris la place des arbres le long des cours d'eau. Dès que l'homme cessera d'intervenir, dès qu'il laissera les arbres gérer le problème, il sera résolu. Après avoir tant parlé des espèces étrangères, il n'est pas inutile de préciser ce que l'on entend par « espèces indigènes ». Nous avons tendance à tenir pour indigènes les espèces présentes naturellement à l'intérieur de nos frontières. L'exemple classique d'espèces animales présentes naturellement est le loup, réapparu dans la plupart des pays du centre de l'Europe dans les années 1990 et considéré depuis comme faisant partie de la faune locale.
Sa présence en Italie, en France et en Pologne est toutefois bien antérieure. Le loup est donc naturellement présent depuis très longtemps en Europe, mais pas dans tous les pays. Cependant, cette unité d'espace n'est-elle pas elle aussi trop grande? Quand nous disons que le marsouin est naturellement présent en Allemagne, cela implique-t-il qu'il serait indigène dans le Rhin supérieur? Bien sûr que non, ce serait absurde. Les termes naturellement présents ou indigènes doivent être beaucoup plus restrictifs et faire référence à une zone naturelle et non aux frontières d'un pays. Ces zones naturelles se définissent par leur configuration environnementale, ressources en eau, type de sol, topographie et leur microclimat. Les espèces colonisent les lieux leur offrant des conditions environnementales optimales. Ainsi, dans la forêt de Bavière, les épicéas sont naturellement présents à 1200 mètres d'altitude, donc considérés comme une espèce locale. Mais ce n'est plus le cas à seulement 1 km de là et 400 mètres plus bas, où ce sont les hêtres et les sapins qui prennent la main. Les spécialistes emploient dans ce cas le terme plus précis de « localement indigène ». À la différence du vaste espace défini par nos frontières, le territoire d'une espèce s'apparente donc plutôt à un minuscule micro-État. Quand l'homme s'affranchit des zones naturelles et par exemple plante des épicéas et des pins à basse altitude, il en fait des espèces étrangères. Et nous voilà arrivés à mon sujet favori, la fourmi rousse des bois. Espèce iconique des protecteurs de la nature, elle est répertoriée, protégée et, en cas de conflit, déplacée à grands frais. Rien que de très normal dans le cas d'une espèce menacée. Une espèce menacée? Non. S'agissant d'une nouvelle venue, la fourmi rousse ne peut pas être considérée comme une espèce menacée. Elle est arrivée dans le sillage des épicéas et des pins cultivés pour leur bois, car elle est particulièrement tributaire de leurs aiguilles. Sans ses feuilles fines, longues et pointues, elle ne pourrait pas construire les grands dômes qui servent de nid aux colonies, preuve qu'elle ne peut pas avoir été présente dans nos forêts de feuillus originelles. Elle recherche de surcroît le soleil, dont les rayons doivent parvenir jusqu'à son nid au moins quelques heures par jour. C'est particulièrement important quand il fait froid, à l'ombre, au printemps ou à l'automne. Lorsque l'ensoleillement du dôme permet à la colonie de s'adonner quelques jours de plus à ses activités quotidiennes. Les sombres et denses forêts de hêtres ne sont donc pas du tout des habitats appropriés à la vie des fourmis rousses, lesquelles sont certainement très reconnaissante aux forestiers de planter tant d'épicéas et de pins dont ils veillent à bien dégager les sous-bois.